La guerre en Ukraine a ravivé le débat sur les réelles capacités militaires de la Russie et sur la manière dont les Russes comptent utiliser leur puissance. Mais de nouveaux doutes concernant la précision, l'étendue et l'utilité des évaluations de la puissance militaire russe se sont accrus pendant le conflit. Au lieu de répondre aux anciennes questions qui existaient sur la capacité militaire des Russes. Et maintenant, nous assistons à un retrait russe dans la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, une ville qui est extrêmement vitale pour l'avenir du conflit. Parce que, à partir de Kherson, vous contrôlez le delta du fleuve Dnipro, c'est-à-dire que vous contrôlez le principal fleuve de l'Ukraine qui atteint même la Biélorussie et la Russie. Donc c'est une zone absolument stratégique. Certains pro-russes disent qu'il s'agit probablement d'un repli tactique qui vise à mener de profondes attaques de niveau stratégique à l'avenir. Peut-être même un piège pour attirer les forces ukrainiennes et ensuite lancer des armes nucléaires. Tandis que ceux qui sont anti-Russie y voient la confirmation que les Russes seraient en train d'être vaincus, qu'ils seraient au bord de l'effondrement total de leurs forces. Parce que c'est ça le pire. La plupart des analyses continuent d'être basées sur le parti pris. Les pro-Russie ne voient que les avantages russes, tandis que les opposants pensent que les forces russes sont médiocres et que Moscou est près de s'effondrer. Ainsi, la grande question se pose, les pertes russes sont-elles vraiment intenables pour Moscou et vont-elles conduire à l'effondrement de l'armée russe ? Pour cela, pour analyser cette situation russe, sur le plan matériel et budgétaire, je me suis basé sur les rapports de la Chatham House et de la Cypri Ranch Corporation. Ce sont des think tanks de haut niveau analytique des États-Unis, de Grande-Bretagne et de Suède. Et personne ne pourrait dire qu'il s'agit d'agences pro-russes. Donc ces doutes concernant la capacité russe reviennent souvent sur le devant de la scène. Parce que les analystes occidentaux sont souvent surpris par le fait que la Russie puisse encore continuer à dépenser massivement dans la défense alors que son économie est théoriquement plus faible. Mais cela revient à ignorer la façon dont le Kremlin privilégie une armée forte par rapport à la plupart des autres besoins budgétaires. Donc ce mythe de la faiblesse russe existe parce qu'en général, les analystes occidentaux ont tendance à analyser le monde à partir de leur propre perception, en ignorant une chose que dans le secteur du renseignement, nous appelons Ultent, ou intelligence culturelle. Il y a quelques jours, les forces russes ont lancé des attaques contre l'infrastructure électrique de l'Ukraine. Plusieurs analystes dans la presse et sur les réseaux sociaux ont vite affirmé que c'était du désespoir de la part de Poutine. Affaibli et perdant la guerre, il serait désespéré et recourrait à de telles mesures. Mais pas quand on regarde la perspective psychologique du contexte de l'Europe de l'Est, surtout en Ukraine même, en Russie, dans les Balkans et même dans la région du Caucase, par exemple. Les démonstrations de force ne sont pas perçues comme de la faiblesse et du désespoir, comme ce serait le cas en Occident. Elles sont prises au pied de la lettre, comme de véritables démonstrations de force. Il faut donc faire attention lorsqu'on fait des analyses géopolitiques et militaires en tenant compte de l'interprétation culturelle et psychologique des différents peuples. Cela est souvent ignoré par les soi-disant spécialistes. Je vais donner un exemple intéressant. Ici, en Occident, bien que les pays du bloc Europe-Amérique du Nord ne nous considèrent pas comme des Occidentaux. Mais enfin, il est courant que des groupes de politiciens et d'hommes d'affaires, lorsqu'ils se déplacent ensemble, celui qui a le plus haut rang marche devant. Et il entre par exemple dans les salles de réunion en premier, suivi de ses subordonnés. Mais dans certaines cultures d'Afrique du Nord, au Moyen-Orient, c'est l'inverse. Le chef entre en dernier, comme si ses subordonnés entraient d'abord, annonçant en quelque sorte l'arrivée du chef. Enfin, ce n'est qu'un exemple des précautions à prendre en matière d'intelligence culturelle. En effet, une mauvaise interprétation, par exemple dans ce cas, pourrait donner l'impression que ce chef qui est entré après, dans l'une de ces cultures, aurait peu d'autorité ou serait faible. En effet, si les subordonnés sont entrés en premier, mais que ce n'est pas le cas, c'est la norme culturelle de leur société.
Et cela est toujours important à garder à l'esprit lors de l'analyse ou de la lecture, qu'elle soit militaire ou géopolitique. Et la même chose s'applique ici. Peu de personnes parviennent à comprendre la Russie. D'ailleurs, peu de gens ici en Occident, en précisant que l'Occident, l'Europe et les États-Unis ne nous considèrent pas, nous, latino-américains, comme occidentaux. Mais enfin, ils comprennent difficilement les autres pays non occidentaux. Qu'est-ce qui conduit à ce mythe persistant et potentiellement dangereux selon lequel la Russie serait incapable de soutenir ses dépenses militaires? Cette croyance repose sur l'idée que, dans des conditions économiques défavorables, les dirigeants russes seront à un moment donné obligés de réduire les dépenses de défense, afin qu'ils puissent pas se concentrer sur la prévention. Préoccupés par la sécurité de l'Europe et des pays, surtout occidentaux. Cette interprétation serait correcte dans plusieurs pays du monde, surtout ici en Occident. Mais le problème avec ce mythe, c'est qu'il pousse de nombreux décideurs politiques occidentaux à sous-estimer la durabilité du défi militaire posé par la Russie. Historiquement, la Russie a consacré une part plus importante de sa production nationale aux dépenses militaires que ce qui est typique pour les États occidentaux. Et elle a constamment donné la priorité à cela par rapport à d'autres besoins que les démocraties considéreraient comme plus importants. De plus, le secteur de la défense russe est également un secteur qui génère de la richesse pour le pays. D'une certaine manière, mais à des proportions différentes, l'industrie militaire russe génère une quantité significative d'argent, tout comme le complexe militaro-industriel américain le fait pour les États-Unis. Ainsi, les investissements dans la défense sont également considérés par Moscou comme un moyen de générer des revenus, que ce soit par l'exportation d'armes ou par la production intérieure du pays. Autrement dit, tant le précédent que l'historique et la pratique actuelle indiquent que la Russie continuera à maintenir des niveaux élevés de dépenses de défense indépendamment de ses conditions économiques. Cela signifie bien sûr qu'ils n'auront pas le niveau technique et qualitatif que possèdent les États-Unis. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas non plus, c'est que personne au monde ne peut atteindre le niveau technique et qualitatif que possèdent les États-Unis. En grande quantité. En général, les pays doivent choisir entre la quantité et la qualité. Seuls eux, les États-Unis, et même ainsi, ils se sentent sous pression pour réduire la taille de leurs forces armées. Pour maintenir le niveau de qualité, ce sont eux qui peuvent garder cet équilibre élevé entre qualité et quantité. C'est parce qu'ils ont des dépenses colossales dans le secteur militaire. En fait, la majeure partie des dépenses militaires de toute la planète provient des États-Unis. Mais en général, c'est ça. La plupart des pays doivent prioriser l'un ou l'autre. Les secteurs du renseignement, du milieu universitaire et des médias qui achètent ce mythe de la faiblesse. Que les Russes, s'ils devenaient économiquement faibles, allaient en réduire ou cesser de prioriser leurs affaires de défense. Cette prévision selon laquelle la Russie serait forcée de réduire ses dépenses de défense est extrêmement persistante, bien qu'elle ne se soit jamais réalisée. Cette vision devient généralement populaire chaque fois que la Russie connaît un certain ralentissement économique. Comme cela s'est produit en 2015 après l'effondrement des prix du pétrole à la fin de 2014 et de nouveau en 2020 lorsque la production économique mondiale s'est effondrée à la suite de la pandémie. Et en général, à chaque fois, ils retombent dans les mêmes erreurs. En pratique, d'après un peu la part des richesses que le Kremlin consacre aux dépenses de défense serait comprise entre 4% et 5% du produit intérieur brut, ayant été en moyenne significativement plus élevé que dans la plupart des autres pays au cours des 3 dernières décennies. Même lorsque les temps économiques sont difficiles, les dépenses de défense sont rarement réduites. Et il y a une raison à cela qui est une question culturelle. La question de l'importance politique élevée que Moscou accorde au maintien d'une armée théoriquement forte. Le poids du coût de la défense est le plus souvent considéré comme une part du produit intérieur brut, mais il peut aussi être exprimé comme une part des dépenses publiques,
bien que cela soit moins courant. Ainsi, le montant du coût de la défense est un choix politique et il est façonné par la volonté du gouvernement et de la population d'un certain pays. Être prêt à accepter l'allocation des ressources aux dépenses de défense plutôt qu'à d'autres domaines de dépenses publiques comme l'infrastructure, la santé ou l'éducation. Bien que l'ampleur de l'effort de défense soit également sujette à des malentendus. Cela est principalement causé par le choix du taux de change utilisé pour mesurer l'activité économique dans les pays et, dans notre cas, en particulier en Russie. Autrement dit, de nombreuses mesures largement utilisées des dépenses militaires russes sous-estiment leur valeur en convertissant les dépenses de roubles en dollars américains selon les taux de change du marché. Une mesure plus précise est basée sur l'utilisation des taux de change de la parité de pouvoir d'achat. Mais la question de la durabilité, et non celle du montant des dépenses, a moins à voir avec ces taux de change, et davantage à voir avec la question politique. De combien de la production nationale les dirigeants de la Russie sont prêts à dépenser pour la défense, et la réponse est qu'ils sont prêts à dépenser beaucoup. Évaluer la part du produit intérieur brut consacrée à la défense russe n'est pas simple. Les dépenses militaires qui en dépenses militaires sont réparties dans différentes sections du budget fédéral, ce qui rend la tâche extrêmement difficile. Estimer avec précision combien la Russie dépense réellement pour la défense. Pour faciliter les choses, il est donc possible d'appliquer au moins l'une des deux méthodes pour comprendre cette équation sur ce que la Russie dépense réellement pour la défense. La première et la plus simple définition inclut uniquement les dépenses du secteur de la défense nationale dans le budget fédéral russe. Cela inclut les dépenses liées aux achats, aux salaires, au logement, à la formation et aux exercices, aux coûts opérationnels, au personnel, à la construction, au développement et à la production d'armes nucléaires par l'entreprise d'État russe Rosatom. La majeure partie des dépenses dans ce domaine est effectuée par le ministère de la Défense. Les dépenses relevant de la défense nationale représentent donc une estimation du seuil inférieur des coûts réels de la défense de la Russie. Je sais que ça devient compliqué, mais je vais expliquer. L'OTAN et l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, utilisent une autre mesure. Leurs estimations incluent les dépenses du ministère de la Défense dans d'autres secteurs du budget, comme les pensions militaires, ainsi que les dépenses dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et des médias de masse. Parce que oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, tous ces secteurs, qui apparemment n'auraient rien à voir avec la défense, sont inclus dans le concept de sécurité nationale du gouvernement russe. Pour le gouvernement russe, tous ces aspects relèvent de la sécurité nationale et pas seulement les dépenses directement militaires du ministère de la Défense. Cela inclut également les dépenses pour d'autres forces, comme les forces paramilitaires, qui sont considérablement entraînées et équipées pour des opérations militaires, comme la Rosgvardia. Et le service des frontières, rattaché au service fédéral de sécurité, le célèbre service fédéral de sécurité. Collectivement, ces domaines de dépenses, ainsi que les dépenses de défense nationale, représenteraient une définition plus réaliste des dépenses de défense que la Russie consacre au secteur de la défense. En pratique, les dépenses de défense russes sont encore plus élevées que celles officiellement présentées. D'autres parties du budget sont utilisées pour financer la défense et des projets connexes. Il existe également des preuves que les chiffres contenus dans le budget dissimulent une part significative des dépenses cachées liées à la sécurité nationale russe. Si l'on prend en compte les mesures du Comité international pour la recherche et l'évaluation concernant les dépenses de défense, il est clair que la Russie est prête à tolérer une charge bien plus importante que presque tous les membres de l'OTAN, à l'exception des États-Unis eux-mêmes. C'était déjà une réalité même dans les années 1990, lorsque la Russie traversait une crise économique énorme et profonde. À l'époque, tous pensaient qu'elle ferait faillite. À cette époque où le niveau de vie s'est effondré et où l'État lui-même a traversé plusieurs graves crises financières, il semblait que la Russie était au bord de l'effondrement. Les dépenses de défense n'ont jamais été inférieures à 2,7%.
5% du produit intérieur brut. Une fois la Russie sortie de la crise économique des années 1990 et a commencé à bénéficier d'une meilleure gestion économique sous le gouvernement Poutine. Et avec la hausse des prix du pétrole, le fardeau de la défense a commencé à augmenter. Cela est devenu évident dans les années 2010, lorsque la Russie a lancé une série de programmes ambitieux de modernisation militaire. À mesure que les dépenses d'achat augmentaient, le fardeau de la défense s'alourdissait. Il a atteint un pic post-soviétique en 2016 et à partir de là, il a diminué. Mais malgré tout, il reste plus élevé que dans la plupart des grands pays. Et rappelons que cela s'est produit précisément au moment où la Russie a commencé à subir de lourdes sanctions occidentales. Bien sûr, pas aussi élevées qu'aujourd'hui, mais elles montraient déjà qu'elles allaient affecter l'économie russe. Et les prix du pétrole étaient extrêmement volatiles. Au sommet ou lors de la chute, les engagements de Moscou envers les dépenses militaires sont restés inchangés. Il est impressionnant que, malgré les difficultés économiques de la Russie, bien plus grandes et bien plus profondes que celles des autres pays de l'OTAN, au cours des 3 dernières décennies, les Russes ont toujours réussi à consacrer une part moyenne de leur richesse à la défense, représentant environ 3,8% du produit intérieur brut, autant que celui des États-Unis eux-mêmes, qui est de 3,9%, et c'est une preuve. Une proportion moyenne bien plus élevée que celle de la Chine, qui est de 1,8%. Ce que nous pouvons en comprendre, c'est que, peu importe combien de difficultés économiques traverse la Russie, la direction moscovite a généralement réussi à rassembler suffisamment de ressources pour maintenir une grande armée malgré les énormes preuves de corruption au sein de l'État russe, en particulier au sommet de la hiérarchie militaire. Pourtant, plusieurs pays enquêtaient sur Dosazen Passif of A. Pourquoi cela pourrait-il être ? Il est évident que tous ces rapports des agences de recherche et de renseignement se sont trompés, ce qui me semble assez probable. Mais il se peut qu'ils gardent cela pour une éventuelle escalade militaire, une situation de guerre bien plus importante. Donc, ils épargneraient beaucoup de leurs équipements. Il est difficile de dire si ces agences se sont trompées ou si le gouvernement russe s'est trompé. Il est encore tôt, mais il y a de fortes preuves qui indiquent qu'il ne manque pas de ressources militaires, ni d'équipements, de munitions, etc. Et cela malgré les informations et les images montrant qu'il manquerait de l'équipement sur le front. Il est encore douteux à ce stade si ce manque est dû à une défaillance logistique. Autrement dit, s'ils n'arrivent pas sur la ligne de front pour ces combattants, ou s'ils sont gardés et stockés en vue d'une éventuelle escalade du conflit. Mais il y a peu d'indices qu'il manque réellement des équipements et des ressources militaires. D'autres peuvent aussi argumenter que, si la Russie maintient le pourcentage du produit intérieur brut consacré aux dépenses militaires, cela ne signifierait pas qu'il n'y aurait pas de diminution de ce coût. Après tout, l'économie russe elle-même chuterait. Mais il y a un détail. Pour la structure économique russe, son secteur de la défense vise à générer de la richesse à la fois par l'exportation d'armes, par l'exportation de services, ainsi que par la génération de technologies et le dynamisme de l'industrie intérieure russe. Et c'est pourquoi je dis que la Russie, dans ce sens, ressemble beaucoup aux États-Unis, car les deux pays essaient de générer de la richesse à travers leur industrie de défense. Cela ne veut pas dire que tolérer une lourde charge de défense n'ait pas de coût. En fait, chaque rouble dépensé en chars et en missiles est un rouble qui aurait pu être dépensé dans d'autres politiques, destinées à promouvoir la modernisation économique et à améliorer le niveau de vie de la population russe, pour ainsi tenter de réduire l'écart technologique que les forces russes ont par rapport aux pays occidentaux.
Mais en Russie, les préoccupations de sécurité, historiquement, ont tendance à l'emporter sur toutes les autres questions. C'est ainsi que leur culture a été construite. Pendant plusieurs siècles, très peu de dirigeants russes ont favorisé la croissance et l'amélioration du niveau de vie, au lieu de donner la priorité à la sécurité. La Russie de Vladimir Poutine n'est pas différente. Poutine a donné la priorité au financement de l'appareil militaire et de sécurité, car cela est cité les considérer comme crucial pour éviter les problèmes internes et externes. Il n'est pas réaliste de penser que cela changera facilement à court terme, surtout après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Alors ne vous y trompez pas. Nous ne verrons pas la chute de Vladimir Poutine ni l'ascension de groupes démocratiques et libéraux tournés vers l'Occident. Et même si cela arrivait par un miracle absolu et gigantesque, ce groupe ne tiendrait pas quelques jours au pouvoir. L'escalade de la campagne depuis février 2022 coûtera très cher à la Russie, sans aucun doute, mais pas moins à l'Europe. Et la fin de la guerre n'est pas en vue. En plus de l'Ukraine, les tensions croissantes avec l'OTAN feront probablement que Moscou tentera même d'accroître encore davantage ses déploiements militaires. Dans la partie occidentale du pays, à la frontière avec l'Europe et très probablement dans l'Arctique. La capacité et la volonté de la Russie de supporter ces énormes dépenses de défense sont bien plus élevées que la volonté de ses voisins. Et cela signifie probablement qu'elle dispose en effet d'une force militaire modérément puissante, suffisante pour menacer ses voisins européens. Et je suis désolé pour ceux qui sont contre la Russie, mais il n'est pas difficile d'en trouver des preuves. Je veux que nous observions l'intervention réussie de la Russie en Syrie, ou même les faux pas que les Russes ont eus avec leurs forces armées à l'intérieur et autour de l'Ukraine. S'il n'y avait pas eu l'envoi absolument gigantesque de matériel militaire de tous les pays de l'OTAN vers l'Ukraine, le résultat aurait déjà été différent. Et il est important de rappeler que, dans certains cas, certains pays de l'OTAN ont pratiquement vidé leurs arsenaux, ou n'ont plus rien à envoyer aux Ukrainiens. Ou alors, ils se retrouvent avec des niveaux dangereusement bas. Et malgré tout, malgré tant de soi-disant surprises, les unes après les autres, la Russie continue de tenir dans la guerre. Et l'économie européenne s'effondre de façon alarmante, traversant un processus historique de désindustrialisation. Les stratèges politiques et les analystes occidentaux semblent toujours surpris, sans comprendre comment une économie relativement petite comme celle de la Russie peut représenter un défi persistant pour une coalition aussi vaste. De pays riches qui dépensent collectivement beaucoup plus en défense. Parce que si l'on additionne les dépenses de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis et de l'Europe, cela représenterait presque 10 fois plus que ce que les Russes dépensent. Et malgré tout, la Russie est là tenant le coup. Et, pire encore, l'escalade du conflit jusqu'à une situation de menace d'utilisation d'armes nucléaires. Bien sûr, quand je dis cela, beaucoup de gens disent que les Russes ne sont pas les seuls à posséder des armes nucléaires. C'est vrai, bien sûr, mais la question fondamentale est « qui a le plus à perdre ?» La Russie qui, historiquement, s'est toujours vue envahie et agressée et utilise même cela comme argument pour justifier des agressions contre d'autres pays. Ou bien les pays européens et leur niveau de vie immense et développé qui semble toucher à ces derniers jours. Cette perception occidentale erronée accroît la réticence européenne à reconnaître l'ampleur et le coût de la préparation nécessaire à sa défense contre la Russie. Ainsi, il existe de fortes indications que, oui, la Russie peut encore tenir beaucoup plus longtemps dans la guerre et causer des dommages permanents à l'Ukraine et à l'Europe. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et pensez à vous abonner. Partagez la vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Et quand je dis avec tout le monde que vous connaissez, c'est vraiment avec tout le monde que vous connaissez. Vous pouvez l'envoyer à tous sans crainte, c'est un méga spécial. Merci aux membres du club de la chaîne qui mènent à continuer à vous apporter du contenu de géopolitique authentique. Je vous embrasse tous et à la prochaine vidéo.